Internationale et on va se rendre d'ailleurs tout de suite sur place en Israël. On va rejoindre Nathalie Sosna-Ophir, notre correspondante, parce que 48 heures après l'ouverture du sommet de Doha, on peut se demander si la population israélienne est optimiste de l'issue de ces négociations. Le Hamas a publiquement rejeté les dispositions de la proposition américaine évoquée lors du sommet. Elle était censée combler les écarts entre les parties. Le Hamas accuse Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, de faire obstacle aux efforts de médiation et de mettre en danger la vie des otages israéliens en imposant de nouvelles exigences telles que le maintien des troupes de Tsahal à la frontière entre Gaza et l'Égypte ou la supervision du carrefour de Netzarim. C'est un point stratégique entre le nord et le sud de Gaza, et ce pour prévenir le retour d'hommes armés dans le nord de l'enclave. De son côté, Benjamin Netanyahou rejette la responsabilité de l'absence de progrès sur le Hamas. Il l'accuse de ne pas participer sérieusement aux pourparlers. D'ailleurs, le Hamas vient tout juste de revendiquer une tentative d'attentat hier à Tel Aviv. Heureusement, la bombe que portait dans son sac à dos le terroriste palestinien, qui était arrivé de Judée-Samarie, a explosé avant d'arriver à destination, peut-être le stade de football où se tenait un match auquel assistaient plusieurs milliers de supporters. Alors Joe Biden, le président américain, reste pourtant optimiste. Les équipes de travail continuent de s'activer à Doha et au Caire afin de tenter de réduire les écarts dans l'espoir, bien sûr, d'arriver à une entente qui permettrait de poursuivre les négociations avant le prochain sommet prévu dans la capitale égyptienne avant la fin de la semaine prochaine. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est arrivé ce matin en Israël pour, dit-il, s'assurer qu'aucune partie ne viendra nuire au processus. C'est sans doute la dernière chance pour parvenir à un accord, a-t-il déclaré. Rappelez, Nathalie, que évidemment cet accord revêt des enjeux extrêmement importants. Oui, évidemment. Alors, en premier lieu, bien sûr, le retour des otages. 115 sont encore détenus à Gaza depuis 318 jours. Parmi eux, 2 Français, 41 ne seraient plus en vie. Enjeu aussi, évidemment, pour l'administration Biden, qui espère obtenir une victoire diplomatique qui pourrait aider Kamala Harris dans sa campagne pour les présidentielles et tenter aussi d'éviter une attaque iranienne contre Israël, une attaque attendue depuis plusieurs semaines en représailles à l'élimination à Téhéran d'Ismaël Haniyeh, l'ex-chef politique du Hamas, une élimination imputée à Israël et par extension un conflit régional. Une autre question, une dernière question sur l'état d'esprit justement de la population. Est-ce que on pense encore que la riposte iranienne est d'actualité ? Alors évidemment, Elodie, plus le temps passe, plus la question se pose. Cela fait même l'objet de paris sur les réseaux sociaux ou de posts ironiques, par exemple, flash spécial. L'Iran n'a pas attaqué hier. Mais attention, l'Iran pourrait surprendre à tout moment. Un officiel iranien a encore rappelé hier que l'attente d'un massacre était plus éprouvante qu'un massacre lui-même. La République islamique a cependant laissé entendre qu'elle attendait les résultats du sommet pour prendre une décision. Le Premier ministre qatari a même parlé par téléphone avec des officiels iraniens pour leur demander de ne pas attaquer Israël afin de ne pas nuire aux négociations. Alors, en Israël, on a du mal quand même à imaginer que l'Iran ne réponde pas à l'élimination d'Ismaël Haniyeh, un acte qui a porté atteinte à la souveraineté, à l'honneur de la République islamique et qui est perçu comme une offense personnelle au guide spirituel iranien Ali Khamenei, étant donné que Haniyeh était son invité à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien quand il a été éliminé. Mais d'autre part, on le sait, l'Iran redoute les répercussions économiques et les dommages potentiels à ses installations nucléaires en cas de réponse israélienne. Il est donc possible que Téhéran choisisse finalement d'éviter une confrontation directe, préférant peut-être s'en prendre à des intérêts israéliens dans le monde. Mais l'Iran pourrait aussi déléguer, pourquoi pas, l'attaque au Hezbollah, l'un de ses principaux proxys qui cherche, lui, à venger l'élimination revendiquée par Israël de Fouad Choukour à Beyrouth. C'était le bras droit de son secrétaire général, Hassan Nasrallah. En tout cas, ici, Elodie, pas de panique. Les Israéliens continuent de vivre normalement. Ils sont habitués à ces tensions et font confiance au système de défense antiaérien de Tsahal. Merci beaucoup Nathalie Sosnoff, notre correspondante sur place. Gérard Vespierre, c'est vrai qu'on voit elle parlait d'optimisme mesuré évidemment de la population israélienne parce que certes, pour l'instant, les négociations vont se poursuivre, donc c'est toujours bon signe. Maintenant, la question, c'est de savoir si la poursuite des négociations va enfin aboutir à une trêve de la dernière chance, comme le dit Anthony Blinken.
Effectivement, là, je pense qu'en ce moment, la pression est maximum ou maximale de toutes parts, de la part du Hamas vers Israël, de la part d'Israël vers le Hamas et des États-Unis qui, dans cette formule, la dernière chance, agissent sur les deux. Oui. À savoir le Hamas qui, qui a perdu 2 jambes et un bras, si vous me permettez cette comparaison, donc qui est fortement diminué, n'a aucun intérêt à une poursuite encore accentuée de la pression militaire israélienne. Et de l'autre côté, Israël souhaite, par la population que l'on voit dans les rues, la libération des otages qui sont effectivement détenus par le Hamas. Et donc c'est la dernière chance peut-être de les retrouver vivants. Donc il y a une pression maximale de la part des États-Unis. Tant qu'il y a de la lumière dans la pièce de négociation, tant que les négociations se déroulent, peu importe les déclarations, je dirais, péremptoires à la presse, l'important c'est ce qui va se passer entre les 4 murs. Et donc je pense qu'in fine, il devrait y avoir effectivement un résultat positif. Je ne m'y engage pas parce que je ne suis pas autour de cette table, mais c'est le sentiment qui peut se dégager. Je voudrais qu'on écoute justement Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est sur place et qui a eu donc cette formule de trêve de la dernière chance. C'est un moment décisif. C'est probablement la meilleure, peut-être la dernière occasion de ramener les otages chez eux, d'obtenir un cessez-le-feu et de mettre tout le monde sur la voie d'une paix et d'une sécurité durable. Il est temps d'y arriver. C'est aussi le moment de s'assurer que personne ne fait quoi que ce soit qui pourrait faire dérailler le processus. Nous travaillons pour nous assurer qu'il n'y a pas d'escalade ni de provocation qui pourrait nous éloigner de cet accord ou élargir le conflit à d'autres endroits ou augmenter son intensité. Arnaud Klarsfeld, on voit aussi à quel point les États-Unis tentent évidemment de peser de tout leur poids en se montrant aussi plus que jamais alliés d'Israël pour faire comprendre aussi que s'il y avait une riposte notamment iranienne, eh bien la riposte en retour viendrait d'Israël certes, mais pas uniquement. Oui, Israël doit être reconnaissant aux États-Unis parce que les États-Unis viennent de leur vendre 20 milliards de dollars d'armement, envoyer des porte-avions, des avions. Bon, donc c'est un soutien qui est considérable. Maintenant, sur l'accord, je peux vous dire en tous les cas ce sur quoi Israël ne cédera pas. Israël ne cédera pas sur le corridor, ce qu'on appelle, votre correspondante a très bien rappelé, donc je vais être très rapide, le corridor de Philadelphie, c'est-à-dire au sud, à Rafih, où les tunnels entre l'Égypte et Gaza permettaient de faire rentrer des armements. Israël voudra avoir le contrôle, voudra aussi avoir sans doute le contrôle du couloir, elle l'a dit, de Netzarim, c'est-à-dire pour pas que les combattants du Hamas aillent du nord au sud. Et Israël ne voudra pas qu'il soit écrit dans l'accord, c'est la fin de la guerre, tout le monde rentre à la maison, un but partout au centre. Parce que vous avez dit, le Hamas a perdu deux jambes et un bras. Vous vous rappelez les Monty Python, quand il se bat avec... Vous vous rappelez de ça? Bon, sauf que dans les Monty Python, le chevalier qui avait perdu les 2 bras et la jambe, elle n'allait pas repousser, tandis que le Hamas, ses bras et ses jambes vont repousser. Il se réorganise. Si une fois que la trêve durable se continuera, et donc le Hamas voudra se reconstituer et se remplumer. Et les habitants du sud d'Israël n'auront pas envie de retourner à côté du Hamas, alors qu'ils se sont fait, leurs parents ou leurs cousins ou leurs amis se sont fait massacrer dans des conditions terribles. Et ceux du nord n'auront pas confiance pour retourner dans le nord aussi, les habitants à côté du Hezbollah, parce qu'ils se diront on a un État qui n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour nous protéger. Marc, vouloir n'est peut-être un peu différent de pouvoir. À partir du moment où ils ont perdu 15 000 à 20 000 de leurs cadres, à partir du moment où 80-90% des tunnels dans Gaza ont été détruits, c'est vraiment un obstacle fondamental à la reconstruction. Ce n'est pas à échelle humaine impossible, mais en tout cas dans le court moyen terme. Voilà. Oui. Si effectivement il n'y a pas d'accord politique entre Hamas et Fatah, on est dans une grande oui, mais ils ont mouvance. le temps. C'est-à-dire beaucoup. Oui. Ces personnes, ces terroristes, sont des gens déterminés, courageux, organisés et qui voient sur le temps long. Ils se disent, écoutez, de toute manière,
la Palestine aurait pu avoir un État en 1948. Ils ont donc sacrifié déjà 3 ou 4 générations. Et ils se disent peut-être, on a chassé les croisés, hein, ils sont restés que 88 ans, ou combien, Un siècle, ouais, un de siècle. 1099 à 1247, je ne me rappelle plus, oui, 1220, bon, enfin, c'est pas grave. Une centaine d'années. Et ils sont restés une centaine d'années, on les a chassés, on sacrifie 1 ou 2 générations, ou 3 ou 4, et finalement, on gagnera parce que le temps est de notre côté. Il y a plus de 300 ou 400 millions d'Arabes qui vivent dans ces pays à côté. Il n'y a que 7 millions de Juifs. La force structurelle est de notre côté, d'autant que l'Iran se dotera peut-être de la bombe nucléaire et il en sera fini avec Israël, puisqu'une bombe nucléaire sur Tel Aviv, c'en est fini d'Israël. Marc Hainaut, pour terminer, avant de passer à la présidentielle américaine. Alors, j'ai pas votre niveau d'expertise à tous les deux sur le conflit, sur le conflit entre la Palestine, entre le Hamas et Israël. Néanmoins, Anthony Blinken, il me semble, a donné une note d'espoir, mais aussi un avertissement, voire une menace. Il y a quand même le temps est précieux. Le Hamas a de toute façon eu en quelque sorte ce qu'il voulait, une guerre longue, une guerre qui embourberait en quelque sorte Israël, une guerre qui fracturerait l'opinion publique en Occident, parce que je pense qu'Oussama Ben Laden, puis l'État islamique et puis les autres groupes terroristes qui ont succédé ont participé à briser un peu notre vision un peu occidentale il y a quelques années, qui était de penser que les terroristes islamistes étaient des espèces de barbares arriérés. Tout est très bien organisé et le Hamas, pour que je pense que vous connaissez l'histoire du Hamas mieux que personne autour de cette table, mais c'est une organisation qui n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle a infusé, elle a 36 ans. Bien sûr, oui, mais elle a infusé eu le temps d'infuser dans la société palestinienne. Elle a eu le temps de prendre, de vraiment de s'enraciner. Et je pense qu'on a beau décapiter ses cadres, on a beau gagner militairement, parce que de fait, d'un point de vue strictement militaire, Israël a gagné la bataille, pour ne pas dire la guerre. Mais le Hamas, on sait pertinemment que les bras et les jambes, vous l'avez bien dit, le bras et les jambes peuvent repousser extrêmement rapidement. Et c'est la difficulté aussi de détruire une idéologie, quand bien même elle est terroriste. C'est ça. C'est-à-dire, plus la guerre va durer, plus Israël peut perdre des points dans l'opinion internationale. Et en même temps, si Israël s'arrête maintenant, elle risque d'être amenée à la table des négociations avec effectivement le côté un point partout, balle au centre. Alors qu'en réalité, Netanyahou a demandé aux Israéliens des efforts massifs et colossaux. Netanyahou ne peut pas revenir à la maison, ramener ses troupes en disant « Regardez, match nul ». C'est impossible. Netanyahou est dicté aussi par sa politique intérieure. Évidemment, on va parler maintenant aussi de la politique américaine avec la campagne plus que jamais lancée notamment pour Kamala Harris avec la convention démocrate où il va y avoir ce passage de témoins officiel entre Joe Biden, président des États-Unis et ancien candidat, et Kamala Harris. Alors on retrouve sur place Elisabeth Guedel, notre envoyée spéciale pour cette convention démocrate. Donald Trump ne suivra pas la tradition aux États-Unis de mettre sa campagne en sourdine durant la convention démocrate, comme les démocrates l'ont fait le mois dernier lors de la convention républicaine. L'ancien président et son colistier J.D. Vance tiendront des meetings dans plusieurs États clés, dont la Pennsylvanie, le Michigan ou encore l'Arizona. Le candidat républicain ne veut pas laisser le terrain politico-médiatique à sa rivale. Selon les derniers sondages, Kamala Harris a rattrapé le retard accusé par Joe Biden quand il était encore candidat. Elle devance même de 3 à 6 points Donald Trump dans les sondages nationaux. Alors des sondages à prendre avec précaution, ça reste serré à plus de 2 mois et demi du scrutin présidentiel, mais des sondages qui ont de quoi inquiéter le camp républicain. Après avoir beaucoup critiqué Kamala Harris ces dernières semaines, Donald Trump compte se concentrer sur les sujets difficiles pour les démocrates. Le pouvoir d'achat des Américains qui ne ressentent pas au quotidien la bonne santé économique de leur pays, l'immigration clandestine ou encore les questions de sécurité. Kamala Harris devra expliquer son programme qui reste flou pour le moment. C'est ce qu'attendent les électeurs indécis, eux qui pourraient faire la différence le 5 novembre dans les urnes. Ils écouteront attentivement le discours de Kamala Harris jeudi quand elle acceptera officiellement la nomination démocrate. Gérard Vespierre, c'est vrai qu'on avait un peu trop rapidement dit, en tout cas certains, que Donald Trump, après sa tentative d'assassinat, semblait invincible. Alors à l'époque, il était encore opposé à Joe Biden, mais on voit que la campagne est loin d'être gagnée et que pour Donald Trump, il va falloir batailler un peu plus que s'il était encore, comme prévu, face à Joe Biden. Tout à fait. En tout cas, je n'ai jamais dit, je ne parlais pas de vous. Voilà, que le tapis rouge était déroulé devant Donald Trump, parce que ce qu'on a vu depuis des mois, ce sont des résultats de sondage par rapport à la visibilité de Donald Trump. Oui.
C'est-à-dire qu'il a eu une campagne stratégique de communication, de monter des rallyes, comme ils disent, n'est-ce pas, des réunions politiques, avec bien sûr ses partisans déchaînés devant les caméras. Donc on a fait impression après impression après impression sur toutes les chaînes de télévision américaines, le succès des réunions politiques. Et on a posé des questions. Est-ce que vous... Ah oui, bien sûr, puisqu'on avait une impression rétinienne permanente. Et Biden était absolument absent de cette opération-là, du point de vue démocrate. Il n'y avait pas de réunion. Donc maintenant que la tendance est inversée, avec un nouveau candidat, avec un ticket tout à fait redoutable de complémentaires, un homme, une femme, de la couleur, un homme blanc. Donc, on a vraiment... Un ticket plus complémentaire que celui qu'on a en face. Absolument, parce que J.D. Vance, c'est un peu un baby Trump. Il a été choisi pour dire « tu fais pas d'ombre au chef Oui. ». Alors que le fondamental dans les élections américaines, c'est de trouver les moyens de conquérir légèrement en dehors de son camp. Oui, de parler à tout le monde, ou au plus grand nombre. En dehors de son camp. Parce que c'est du 47-53 au maximum au résultat. Donc, il faut grignoter sur les marges. Et en étant pur et dur uniquement, vous ne pouvez pas grignoter à l'extérieur de votre camp. Ça, c'est le grand risque auquel Trump va être exposé. En plus, son discours est un discours de combat qui va peut-être avoir beaucoup de mal à prendre avec une équipe qui est plus jeune, plus réactive. N'oublions pas que Kamala Harris a 10 ans de moins que Hillary Clinton en 2016. Oui. Elle a à peine 60 ans. Hillary Clinton avait pratiquement 70 ans. Lui, il a 78 ans maintenant. Oui. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup d'ingrédients qui vont rentrer dans le jeu. Arnaud Klarsfeld. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le point que... Ce qui me plaît, c'est le tout à fait. Et presque. Il est diplomate, Arnaud Klarsfeld. Voilà. Bienveillant. Sur le point où vous dites, il a tort de ne pas essayer de recentrer son image. C'est ce que je croyais aussi. Mais aux États-Unis, il faut se rappeler qu'il n'y a que 50% des gens qui votent. Oh et non. Donc, 55% des gens qui votent, pas plus. Le taux les gens votent beaucoup moins aux États-Unis qu'ils ne votent en Europe. Revoyez le score de 2020. Et donc, non, ils votent à 50, on verra tout à l'heure, il vous le dira plus tard. Disons 55. Et ils essayent tous de mobiliser leur électorat. Et je crois que Trump essaye sans doute de mobiliser son électorat. Je pense que pour le suffrage populaire, Kamala Harris va gagner. Mais Trump a encore une petite chance de gagner les grands électeurs et de passer comme il était passé en 2016. Oui, de refaire le même coup. Il avait eu moins de voix qu'Hillary Clinton, mais il avait réussi à passer. Et il ne faut pas oublier que Kamala Harris est beaucoup moins expérimentée que Biden, qui a été plusieurs décennies président de la Commission des Affaires étrangères, qui est extrêmement expérimenté et qui en plus était très centrale. Elle est assez... Une part d'elle-même, pas tout, hein, mais une part d'elle-même est assez wokiste, elle le dit elle-même, et son programme économique vient d'être critiqué très fortement par le Washington Post, qui est un journal anti-Trump, mais qui a dit que si elle veut gagner, il faut qu'elle arrête ces quote-unquote, ces gadgets populistes. Donc, elle n'a pas encore donné son programme et elle n'a pas donné une seule conférence de presse et elle n'a pas donné un seul interview depuis qu'elle a été nominée. Enfin, elle sera officiellement. Depuis qu'elle a succédé de manière officieuse. Désignée, en tous les cas, officiellement. Donc, elle peut s'effondrer, je n'ai pas dit qu'elle s'effondrera, parce qu'elle a déjà été procureure, donc elle a l'expérience, elle présente très bien et tout ça. Voire vice-présidente. Mais c'est pas gagné encore pour elle. C'est vrai que Marc Hainaut, on parle déjà beaucoup évidemment de la campagne aux États-Unis, mais en réalité, elle n'est pas vraiment lancée parce qu'il n'y a pas encore eu ce fameux débat qui va être important. Et puis, comme le disait justement Elisabeth Guedel, pour l'instant, on a des candidats qui s'invectivent l'un et l'autre plutôt sur leur personnalité, mais on parle assez peu du programme. Et c'est au moment aussi où on saura quel candidat propose quoi précisément, même si évidemment on connaît leurs différences, que là, les choses peuvent aussi devenir un petit peu plus précises et où le vote peut peut-être un peu se stabiliser. Mais en tout cas, ça aurait été extrêmement étrange que Kamala Harris, au lendemain du renoncement de Joe Biden,
du retrait de Joe Biden, déroule un programme complet avant même de passer devant la convention démocrate. Ça me paraît en tout cas manquer de courtoisie vis-à-vis de son propre camp. Et en plus, tout le monde sait que le choix de Kamala Harris n'a pas été en réalité si évident que ça. Je pense qu'effectivement, il y a eu l'attentat manqué contre Donald Trump qui lui a fait gagner, qui a étouffé le camp démocrate. En retirant Joe Biden, ils ont desserré l'étreinte. Et là, je pense qu'ils comptent vraiment effectivement sur ce grand raout de Chicago pour lancer une dynamique, parce que vont se retrouver derrière elle le clan Clinton, le clan Obama. Donc oubliez toutes les vieilles dissensions démocrates et tout le monde va se porter naturellement derrière la candidate, puisque sauf surprise majeure et improbable, elle sera évidemment désignée candidate du Parti démocrate, et elle ne peut jouer que sur la personnalité, parce que ça a toujours été l'angle le plus facile pour s'attaquer à Donald Trump, en fait, c'est la personnalité de Donald Trump qui clive, c'est-à-dire qui a des ennemis ou des admirateurs, mais qui n'a pas de gens, il ne laisse personne indifférent, Donald Trump. Donc Kamala Harris se positionne d'abord en tant que personne, en tant que femme, en tant que personne de couleur, en tant que représentante de cette Amérique occidentalisée, woke, bourgeoise et plutôt aisée face à l'Amérique des rednecks. En fait, on est sur les vieux clivages un petit peu partisans, on est sur un peu, les troupes se positionnent, se construisent leur ligne Maginot avant d'engager les hostilités. Et le premier débat entre les deux seront effectivement extrêmement intéressants. Est-ce que Kamala Harris va être frontale? Est-ce qu'elle va être douce? Est-ce que Donald Trump va s'adoucir? Ou est-ce qu'au contraire, il va être offensif à la limite de l'insultant, comme il a su faire face à Madame Clinton? Donc tous, et avec en plus la question israélienne qui s'invite évidemment dans le raout, avec le positionnement très pro-israélien de Biden, alors que son camp est plutôt pro-palestinien. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été mes invités. La suite des programmes Face à l'info, Thierry Cabane et ses invités sur Europe 1 Soir avec Stéphanie Demuru.